Bonjour, nous sommes le mardi 18 février 2025 et aujourd'hui nous allons faire deux vidéos, dont une que nous mettrons en ligne un peu plus tard. La première vidéo concerne l'actualité et l'autre sujet sera un sujet beaucoup plus technique que nous diffuserons donc dans quelques jours. Alors, vous avez pu voir l'introduction, comme on le fait habituellement, sur ce sujet. Il s'agit en fait, nous sommes maintenant à quelques jours de la fin de la 3e année de guerre en Ukraine et comme on dit dans le langage de la boxe, les Américains viennent de jeter l'éponge. Donc le combat va s'arrêter puisque ils abandonnent le terrain et donc il faut un petit peu analyser cette situation qui était un peu prévisible, mais qui en même temps était risquée, car s'ils avaient insisté, on aurait monté certainement l'escalade et on serait arrivé en Ukraine à une situation certainement dangereuse. Mais ça n'est pas complètement exclu puisque, à mon avis, les Russes n'ont aucun intérêt à négocier tout de suite. Ils vont certainement faire traîner les choses et continuer à gagner des territoires en Ukraine. Alors, comme beaucoup le savent maintenant, le secrétaire à la Défense, nouvellement nommé par Donald Trump, a donné les grandes lignes de ce que va être la situation, les discussions sur on va dire, le traité de paix qu'il pourra y avoir entre les États-Unis et la Russie. Donc les Européens sont exclus, ce sont des valets et on n'a pas besoin d'eux à la table de négociation. Ils ont été les idiots utiles de la partie. Ils ont fourni des quantités de matériel, ils ont formé des hommes, en France notamment, ils ont formé les Ukrainiens, des soldats ukrainiens dans d'autres pays, ils ont fourni les canons César, la poudre et beaucoup d'autres choses. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de volontaires français qui ont servi en Ukraine et un grand nombre d'ailleurs sont morts là-bas. Alors, on peut revenir un petit peu sur cette histoire parce que il faut revenir un petit peu en arrière et on va reposer la situation telle qu'elle était avant le 24 février 2022. Alors, il y avait donc les Russes demandaient en fait depuis plusieurs années 3 choses qui étaient très simples. Ils demandaient que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN pour éviter d'avoir des bases américaines juste à leurs frontières. Et donc, ils ont réitéré à de nombreuses reprises cette demande. Et puis, ils avaient en fait 3 demandes qui étaient très simples. Ils voulaient, 1, que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. 2, que la partie est de l'Ukraine obtienne une relative autonomie. Et 3, que la langue russe qui était parlée dans toute cette partie de l'Ukraine, il faut dire que c'était cette partie du territoire ukrainien était russe depuis 1797, à l'époque où l'impératrice Catherine a fondé la Nouvelle-Russie avec le port d'Odessa. Et donc, il demandait une relative autonomie. Et Biden refusait tout dialogue. Les Européens tergiversaient. Et puis, donc, les Russes parlaient dans le vide, en fait. Et ce qu'ils demandaient, c'était pas grand-chose. C'était simplement que l'on respecte les accords qui avaient été conclus à Minsk en 2008. Il faut dire que depuis 2008, la CIA avait beaucoup investi et en fait
la CIA, c'est bien entendu un organisme qui obéit au lobby financier qui dirige les États-Unis. Alors, il faut bien comprendre dans cette situation qu'il y a en fait deux lobbies. Il y a le lobby de la finance à Londres, qui est très important, avec notamment la banque Rothschild à Londres, mais pas que ça, beaucoup d'autres fonds d'investissement, etc. Et que les Anglais, tout du moins à travers leur société de financement, étaient devenus, entre 2008 et 2020, propriétaires de plus de 50% des terres agricoles en Ukraine. Il n'y avait pas que les terres agricoles, ils avaient investi dans beaucoup d'autres domaines. Alors, le but du lobby de la finance à New York, lui, était un petit peu différent. C'était pas seulement du profit à court terme. Ils avaient comme ambition d'utiliser l'Ukraine comme on va dire un tremplin pour déstabiliser la Russie, diviser ce grand territoire de la Russie en 5 pays indépendants et en plaçant bien sûr à la tête de ces pays des régimes qui leur seraient favorables et qui leur permettraient de faire énormément de profits avec toutes les richesses qu'il y a en Russie. Bien sûr, les mines de titane, l'aluminium, l'uranium et le pétrole et le gaz, etc. Donc, sur cet immense territoire, ils pouvaient envisager de faire des profits pendant 2 siècles. Et donc, les choses ne se sont pas passées comme ils l'avaient prévu. Ils ont financé la révolution ukrainienne, ils ont financé les manifestations de la place Maïdan à Kiev. Ils ont ensuite procédé au coup d'État que l'on a vu, c'est-à-dire le remplacement d'un président qui était élu démocratiquement par l'arrivée de quelqu'un qui était porté au pouvoir par les manifestants, donc en dehors de toute consultation électorale. Et donc, on a abouti, à partir de 2014, à une situation terrible pour les gens qui habitaient dans la partie est de l'Ukraine, avec des bombardements sur leur territoire qui étaient quotidiens et qui ont fait, entre 2014 et 2021, plus de 14 000 morts parmi la population civile. Donc, les Russes étaient très patients, ils voulaient négocier, mais il n'y avait rien à faire. Donc, ils ont mis du temps à comprendre que, en fait, ça n'était pas les responsables politiques qui dirigeaient le pays, mais bien le lobby sioniste qui dirige les États-Unis à travers tout le lobby de la finance. Et de ça, d'ailleurs, Poutine en a parlé dans un interview qu'il avait accordé à un journaliste américain. Il a expliqué, vous savez, on fait des réunions avec les présidents. Il a rencontré dans sa vie politique plusieurs présidents des États-Unis. Et donc, on se met d'accord avec le président, on a discuté de tout, on est d'accord. Et puis le lendemain, eh bien, on nous fait savoir que non, ça n'est pas possible parce que il y a eu des experts qui ont discuté de ceci, cela. Et donc, il s'est arrivé plusieurs fois que je me mette d'accord sur des choses très précises avec le président des États-Unis, et puis que le lendemain ou le surlendemain, on me fait savoir que on ne pourra pas faire ce que l'on avait décidé de faire. Donc, en fait, maintenant, ils ont compris qu'on ne peut plus faire confiance à la parole du dirigeant des États-Unis, que ce n'est pas lui qui décide, mais c'est bien toutes les équipes qui sont, tous les réseaux qui sont autour et qui font les élections. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus quand j'ai expliqué que le système électoral aux États-Unis est complètement sous l'emprise de l'EPAC qui s'est emparé du système électoral aux États-Unis, avec des financements qui sont hors de portée pour un particulier ou même quelqu'un qui serait très riche, puisque l'élection d'un sénateur coûte en budget publicitaire jusqu'à 270 millions de dollars. C'est ce qu'a coûté la dernière campagne pour le remplacement des 35 sénateurs
qui ont été remplacés dans l'élection qui se trouve à chaque fois à mi-mandat. Donc voilà, ils ont placé la barre suffisamment haute et comme toutes les agences de publicité appartiennent au lobby sioniste, eh bien, on fait ce que j'ai déjà expliqué, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire que l'argent va dans leur réseau et revient dans le réseau, etc. Donc voilà. Alors, c'est une situation où les Russes demandaient simplement une petite autonomie pour pouvoir que les gens puissent conserver des documents dans les deux langues, qui vivaient donc à Louhansk ou à Donetsk, dans ces deux régions de l'Ukraine, de pouvoir continuer à remplir des documents administratifs, soit en ukrainien, soit en russe, comme cela avait été le cas au cours du siècle passé. Et donc, tout ça leur a été refusé. Et au bout d'un moment, Poutine a décidé donc de passer à l'action et de rester, tant que faire se peut, sur un conflit conventionnel en mettant un minimum de soldats, et le rapport de force petit à petit a basculé en faveur, très rapidement d'ailleurs en faveur de la Russie, et la Russie aujourd'hui, enfin l'armée russe aujourd'hui est 4 fois plus forte qu'elle ne l'était en janvier 2022. Donc, dès le mois de janvier 2023, j'avais donné le rapport du nombre de morts qu'il y avait d'un côté et de l'autre. C'était un rapport qui était au départ de 1 à 8 et qui maintenant est arrivé proche de 1 sur 11, 1 sur 12. Donc, sur ces chiffres, en 2023, je m'étais appuyé sur des chiffres communiqués par le Mossad. Et aujourd'hui, on sait que le nombre de morts dans les rangs de l'armée ukrainienne est de l'ordre de 1 200 000 personnes, enfin hommes tués au combat. C'est une catastrophe pour ce pays, c'est une catastrophe pour les familles de ces hommes jeunes qui sont morts pour rien, puisque au départ, c'est un pari, ils sont morts uniquement pour essayer de faire basculer quelque chose en faveur des grands financiers. C'est toujours pareil, d'ailleurs, ça n'a pas tellement changé. En 1914 et 1918, Céline, qui avait été blessée dans les premiers jours de la guerre, avait compris tout ça et nous l'avait expliqué dans plusieurs livres. Et bien entendu, très rapidement, il avait été traité d'antisémite. Parce que, évidemment, derrière le lobby de la finance, eh bien, on retrouve toutes les banques qui appartiennent à cette époque-là, qui appartenaient aux familles juives. Hein. Donc, pas seulement aux juifs, mais à leurs familles. Et donc, oui, c'est vrai, mais je l'ai expliqué ça dans une autre vidéo, qu'en réalité, l'Église catholique porte une lourde de responsabilité dans cette affaire, puisqu'ils ont interdit pendant tout le Moyen-Âge aux chrétiens de prêter de l'argent en prenant un intérêt. Et donc, automatiquement, si on voulait emprunter de l'argent, il y avait que les Juifs qui pouvaient le faire. Et c'est comme ça qu'ils ont constitué les banques. Et au cours des siècles, ils ont accumulé des fortunes considérables, exceptionnelles, incroyables. Et donc, tout ça, c'était la situation passée. Alors, aujourd'hui, très clairement, on voit que le lobby de la finance va donc arrêter de perdre de l'argent en Ukraine et va consacrer tous ses moyens en direction d'Israël. Alors j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, puisque à partir du moment où Trump a été élu, et j'avais fait une vidéo là-dessus en disant que le lobby de la finance avait choisi Trump pour attaquer l'Iran, et donc on voit maintenant très clairement, dès que Trump a été élu, il a composé son équipe, et dans son équipe, on a les ultra-sionistes, c'est-à-dire vraiment l'extrême de l'extrême. Alors vous avez Rubio, vous avez Huckabee, et surtout un personnage tout à fait particulier, Pete Hegseth, qui est secrétaire à la Défense
c'est celui que j'appelle le tatoué. Il est tatoué sur tout le corps, et donc c'est un fanatique d'Israël, et pour lui, ça pose aucun problème de massacrer toute la population de Gaza. Alors, on va donc certainement toutes les États-Unis vont consacrer leurs forces à essayer de réaliser le rêve des sionistes, c'est-à-dire d'établir et de construire le grand Israël, dans lequel il n'y aurait plus un seul Palestinien, uniquement des Juifs, et donc en oubliant que ce territoire a été habité, cultivé pendant plus de 3000 ans par les Palestiniens. Depuis 1948, c'est véritablement une escroquerie sur le plan intellectuel et moral qui se joue en Palestine. Ils ont gagné du temps pendant des années en faisant semblant de négocier et puis en installant de plus en plus de territoires, de colonies. Et dans la Cisjordanie, maintenant, on prétend que c'est la faute du Hamas si il y a des problèmes en Cisjordanie, alors que ce territoire qui était accordé selon les accords de 1967 aux Palestiniens a été petit à petit complètement colonisé. Et donc, c'est le règne de l'impunité et de l'injustice qui règne dans ces territoires. Alors, maintenant, on va parler spécifiquement de ce qui risque de se passer au Moyen-Orient. Donc, on a eu récemment, beaucoup de personnes ont été surpris par la proposition de Donald Trump, une proposition jugée par beaucoup comme incongrue, complètement en dehors de toute base morale ou même juridique, donc d'expulser tous les Palestiniens du territoire de Gaza pour aller donc les loger en Égypte et en Jordanie. Il faut savoir qu'en Jordanie, la population est formée à peu près à 85% de Palestiniens qui sont arrivés en Jordanie suite à des expulsions qui ont eu lieu à partir de 1948 et tout au long des années. Les familles se sont regroupées là-bas puisqu'ils étaient chassés de leur village. C'était un petit peu le cercueil ou la Jordanie. Donc voilà comment les choses se sont passées pendant des années. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que depuis maintenant 15 mois, la population civile à Gaza est massacrée par des bombardements quotidiens. Comme je l'ai dit déjà dans une vidéo, les Israéliens ont largué plus de 80 000 tonnes de bombes fabriquées par les Américains. Et donc, c'est tous les jours des semi-remorques de bombes qui sont livrées dans les aéroports militaires en Israël pour pouvoir placer ces bombes sous les avions israéliens et ensuite les pilotes israéliens qui larguent ça au-dessus du territoire de Gaza. Alors, ils bombardent les hôpitaux, les écoles, tout. Et alors, curieusement, les pays arabes, ou musulmans d'ailleurs, ce qui est le cas de la Turquie, la Turquie n'est pas un pays arabe mais un pays musulman, eh bien, n'ont pas bougé. Ils rouspètent et les dirigeants s'insurgent, mais rien ne se passe parce que, finalement, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Israël, depuis les années 1960, fabrique chaque année entre 4 et 6 têtes nucléaires par an. Et donc, aujourd'hui, Israël est à la tête d'un arsenal nucléaire phénoménal et à supposer que la Turquie enverrait ses chars pour porter secours aux Palestiniens à Gaza, eh bien là, je peux vous dire que les dirigeants turcs ont été informés que dans ce cas-là,
Istanbul et Ankara est rayé de la carte dans l'heure qui suit. Les missiles sont déjà programmés, tout est déjà fait pour faire exploser à basse altitude, donc environ à 1200 mètres, 2 ou 3 bombes au-dessus d'Istanbul et 2 ou 3 au-dessus d'Ankara. Et donc, c'est ça qui risque d'arriver. Et donc, dans ce cas-là, on ne bouge pas. Même chose pour l'Égypte. Ils ont fait savoir aux Égyptiens depuis bien longtemps que le Caire, c'est l'affaire de 2 bombes et le Caire et sa banlieue est rayé de la carte. Et n'oublions pas que dans une explosion à basse altitude, il n'y a pas de retombées radioactives. Donc même si les vents vont en direction d'Israël, ça posera aucun problème. Donc voilà la raison pour laquelle jusqu'à présent rien n'a bougé et Israël a pu massacrer tous les jours des centaines de civils de la population palestinienne. Selon une étude que j'ai faite et que j'ai publiée il y a quelque temps sur les vidéos, j'ai estimé que à Gaza, on est autour de 400 000 morts. Et alors, j'ai fait cette vidéo, je pense que c'était en septembre, et depuis, ce chiffre a été repris par différentes organisations. Donc, vous voyez, je pense que mon étude, qui était basée sur un comparatif entre les bombardements de Dresde qui ont eu lieu en 1945 en Allemagne et ceux qui ont eu lieu sur la bande de Gaza était certainement relativement fondée et la comparaison était bonne. Donc, curieusement, alors que les pays musulmans qui sont tout autour d'Israël, eh bien, restent sans rien faire et assistent au massacre de la population civile, eh bien là, lorsque Trump a parlé d'expulser les Palestiniens dans d'autres pays, en Égypte et puis en Jordanie, ensuite, il a eu l'idée d'ailleurs de les envoyer en Indonésie. Alors pourquoi pas, c'est simplement un peu plus loin, mais tout ça, ça pourrait porter à sourire, mais en réalité, ce projet risque bien d'aller plus loin. Alors là, curieusement, tous les pays musulmans se sont insurgés, on dit que c'était inacceptable, etc. Alors, on tue 400 000 civils dans le territoire de Gaza. Là, bon, on accepte, mais on veut expulser pour que des gens restent vivants. On les envoie dans un autre pays à 300 km ou à 1000 km. Ah, ça, c'est absolument pas acceptable. Donc, finalement, l'Égypte a massé plusieurs milliers de chars pas très loin de la frontière d'Israël pour intervenir. Ils sont, selon les experts égyptiens, à 1 journée de Tel Aviv. Et Ankara, oui, on peut dire les Turcs, ont menacé également d'intervenir en direction de Tel Aviv si ils mettaient ce projet à exécution. Donc, on va voir comment les choses évoluent. Mais moi, ce que je vois se dessiner, c'est que toute la diplomatie américaine va se mettre en route et va peut-être réussir à faire accepter à l'Égypte et à la Jordanie de prendre ces Palestiniens pour que Trump puisse réaliser son projet immobilier qui est de construire une nouvelle Riviera sur la Méditerranée, sur la bande de Gaza. Alors, comme il n'est pas tellement généreux parce que là, maintenant, il est question que les Ukrainiens remboursent tout ce qu'ils ont touché, que les États-Unis leur ont donné en fournissant des terres rares aux États-Unis. Donc là, Trump envisage certainement de se faire rembourser la construction, la démolition de Gaza d'abord, puis la construction de cette Riviera, probablement en prenant le gaz qui logiquement appartient au territoire de Gaza, les gisements de gaz qui sont juste au large de Gaza en Méditerranée. Ils sont des gisements de gaz très très importants et qui ont certainement beaucoup de valeur et qui en auront encore plus dans 20 ans. Donc voilà un petit peu la situation. Alors,
pas plus tard qu'aujourd'hui, vous avez 5 sénateurs américains élus, comme je l'ai dit, par les PAC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils ont été payés par les PAC, ils sont carrément achetés par les PAC. Parce que à ce niveau-là, 270 millions de dépenses publicitaires pour avoir le poste de sénateur, ils sont carrément achetés. Et donc, ils se sont rendus à Tel Aviv, 5 sénateurs américains. Là, j'ai pu voir aujourd'hui qu'ils faisaient une conférence de presse à Tel Aviv pour apporter leur soutien à ce projet d'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza et surtout pour commencer à préparer le terrain d'un éventuel bombardement de l'Iran. Alors, il doit y avoir certainement beaucoup de discussions actuellement entre le Pentagone et les PAC parce que il y a bien sûr de temps en temps des fuites. Et donc, certains généraux ont fait une étude et ont estimé qu'ils avaient actuellement devant eux 2 semaines de stock de missiles s'ils engageaient une guerre contre l'Iran. Et un des généraux a déclaré, au bout de 2 semaines, il faudra prendre la décision de peut-être passer au nucléaire. Donc voilà, ils ont 2 semaines de stock devant eux. L'armée américaine n'est plus du tout celle qu'elle était il y a 50 ans, mais surtout aujourd'hui, l'Iran, c'est un gros morceau, et là, on va voir certainement, ils vont essayer, je pense que Trump, qui est un individu fantasque mais assez malin, va essayer de négocier pour éviter l'affrontement direct entre l'armée américaine et l'armée iranienne. Donc, on va voir dans les jours qui viennent comment les choses vont se dérouler, mais je crois que nous sommes là dans une situation où on peut à tout moment voir Israël utiliser son arsenal nucléaire qui est, n'oublions pas, j'ai expliqué tout ça à ceux qui me suivent, qui est le résultat d'une collaboration entre le gouvernement français de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement Guy Mollet, gouvernement socialiste en 1956, qui a signé un contrat pour la construction de Dimona en Israël et ensuite de réaliser tous les essais des bombes nucléaires qui appartiennent à Israël. Donc voilà la situation. Je reviendrai vers vous dans quelques temps. On va voir comment ça va évoluer. Mais on peut dire que cette situation est maintenant véritablement très chaude et elle vient exactement comme je l'avais expliqué dans mon livre en parlant du mois de février 2025 avec la possibilité du bombardement de l'Iran. Donc on n'en est pas tout à fait là, mais on n'est pas très loin et il va falloir... Alors évidemment, on pourrait penser que on n'est pas directement concerné par des retombées nucléaires si le conflit devait se limiter au Moyen-Orient, mais dans ce type de situation, l'escalade n'est jamais très loin. Donc, on reparlera de tout ça dans quelques temps. Voilà, je voulais faire ce point un petit peu rapidement avec vous aujourd'hui. Et puis, on va faire une deuxième vidéo sur un sujet beaucoup plus technique que l'on diffusera dans quelques jours. Donc, à très bientôt.